diplômé des Ponts et Chaussées et également du MIT, donc je suis sûre que cette intervention lui inspirera beaucoup de choses. Mais en fait, il n'est pas du tout ingénieur parce que dans sa vie professionnelle, sa première vie professionnelle, il a rencontré Ricardo Bofill. Et là, il a eu une espèce de révélation. Il avait enfin trouvé sa voie. Il a repris des études d'architecture. Et en 2000, il a monté son cabinet d'architecture qui s'appelle PCA Stream. Donc PCA, c'est un cabinet d'architecture et d'urbanisme. Et Stream, c'est un, on va dire, très ambitieux laboratoire de recherche autour de l'intelligence collective pour faire avancer la ville de demain. Voilà, donc notre invité a une actualité brûlante parce que cette semaine, il a dévoilé son projet pour les Champs-Élysées 2024, pour que les Champs-Élysées retrouvent une place très enviée et surtout retrouvent sa place du symbole de la France. Parce que pour le moment, les Champs-Élysées, c'est plutôt le lieu où les casseurs se déchaînent, parce que c'est devenu en fait un symbole d'économie, de consommation, beaucoup plus que d'humanisme et de culture. Je voulais dire également que Philippe Chiambaretta a construit un nombre de bureaux incroyable. Il a construit les bureaux de Gide, il a construit les bureaux de Lazare, boulevard Haussmann. Il a également construit, bien avant que Facebook s'y installe, le cloud à la Bourse. Là, il a également été sélectionné pour construire les nouveaux bureaux de Total. Voilà, je crois qu'on a beaucoup de chance d'accueillir Philippe Chiambaretta. Bonjour, est-ce que le micro marche? Je vais récupérer cette zapette pour avancer les slides. Alors je crois que je vais commencer par me mettre un peu en difficulté parce que j'avais déjà beaucoup de choses à vous montrer, mais je ne vais pas pouvoir résister à rapidement réagir à l'intervention que je viens d'entendre, qui m'a beaucoup intéressé, parce que je vais pouvoir partager avec vous un scoop avec ce projet sur les Champs-Élysées que j'ai présenté il y a moins de 48 heures aux élus de Paris. Mais je vais en profiter pour vous donner notre scoop, c'est que je suis le futur architecte de l'EM Lyon. Et donc, cela fait, ce qui n'est pas encore tout à fait public, mais effectivement plusieurs mois, 6 mois, qu'on travaille avec Bernard Beltante, qui est le directeur de l'école, sur la réflexion sur l'enseignement de demain, notamment dans une école de management. Donc c'est un sujet qui est très d'actualité aussi dans notre métier. Pour conclure aussi ou commenter sur ces questions des classes prépa, des formations, si je voulais partager brièvement sur une aventure personnelle et sur l'éducation française, moi ce qui m'a quand même beaucoup marqué en faisant les classes prépa, puisque avant de rentrer au pont, j'en suis passé par là, par 3 années, c'est vrai que la France, et dans cette génération-là, avait un peu l'habitude de former des bons élèves, un peu des premiers de la classe. Je suis allé ensuite au MIT et j'ai vu qu'aux États-Unis, la philosophie latente est tout à fait opposée. C'est celle de vous pousser dans la vie à faire ce que vous avez envie de faire. Et ça m'a pris donc un certain nombre d'années pour arriver à ce que cette petite voie ou cette philosophie-là prenne le dessus sur la première. Et c'est pour ça qu'effectivement, à l'âge de 33 ans, alors que c'était une envie que j'avais réprimée, parce qu'en fait, je pensais que non, on ne pouvait pas être un architecte, c'était un artiste. J'ai fait ce changement de carrière et au travers d'une thèse que j'avais fait au MIT sur la gestion stratégique du design, qui était de se dire finalement ce qui réunit l'ensemble des problématiques que l'on peut avoir quel que soit ce que l'on veut commercialiser, que ce soit un produit ou un service. En fait, le design au sens anglo-saxon, qui n'est pas le design au sens stylistique français comme on l'entend, mais on parle de product design, architectural design, urban design, fashion design. En fait, c'est l'acte de donner forme à des contraintes. Depuis est apparue une connaissance qui s'appelle le design thinking, qui en fait de dire finalement pensons comme les designers. Et ça veut dire qu'en fait aujourd'hui on est dans un monde dans lequel ces bouleversements massifs, ces révolutions dont l'on parle sont en fait celles d'être rentrés dans l'ère du complexe, que n'annonce depuis 30-40 ans, mais maintenant on y est. Et donc cette révolution, cette liquéfaction du monde, c'est ce qui est en train de se produire. On a besoin d'inventer une nouvelle forme d'intelligence
pour faire face à ça. Toutes les connaissances sectorielles en silo qu'on a construites depuis la modernité, même cartésienne, sont aujourd'hui à déconstruire. Et donc, en fait, que ce soit dans l'école, que ce soit dans l'entreprise, au travers de l'architecture, on essaie de contribuer à cette réflexion. Alors, petit à petit, dans ma pratique, que j'ai démarré il y a 20 ans, j'ai compris qu'il fallait faire deux choses simultanément, c'était faire et penser. Et que ce qui est très difficile comme équilibre quotidien, parce que ça veut dire qu'on travaille H24, mais donc j'ai à la fois une activité de recherche avec un laboratoire qui est connecté avec ces grandes universités françaises et internationales, que ce soit Harvard, le MIT, que ce soit aussi l'IX ou le Collège de France. Là, on est dans de la théorie, on produit des livres. On va maintenant le passer au niveau d'un laboratoire de recherche appliqué en partenariat avec des industriels. Et à côté de ça, on construit. On essaie de construire beaucoup et que cet échange se passe en permanence. Je voudrais vous présenter rapidement un travail du coup qui était un peu le résultat de ces deux démarches, parce qu'on n'est pas dans la construction d'un projet concret, on est dans une sorte de réflexion qui nous a été demandée sur un lieu très symbolique à Paris que sont les Champs-Élysées. On en a beaucoup parlé ces derniers temps parce que pour la première fois de l'histoire, les Champs étaient un lieu d'une contestation. Les Champs-Élysées, c'est historiquement un lieu où s'exprime plutôt, on célèbre les victoires, on célèbre les réussites, et pour la première fois, c'était un lieu de contestation. Mais ça n'a rien à voir avec la réflexion plus large que l'on a menée, qui est de se dire pourquoi les Parisiens, et depuis combien de temps les Parisiens n'ont plus l'amour de cette avenue qui continue d'être aimée dans le monde entier, considérée comme la plus belle avenue du monde. Ce sont l'ensemble des enseignes, des propriétaires des avenues, des bâtiments qui sont sur les Champs-Élysées qui m'ont commandité cette étude, un peu comme un livre blanc pour quelque part stimuler ou provoquer les candidats à la mairie de Paris et s'assurer que quelque chose se passe enfin pour le renouveau de cette avenue. L'intérêt en soi, on pourrait se dire, bon, finalement, c'est pas d'une préoccupation essentielle, mais en fait, si, quand on regarde ce que ça représente comme image de marque, comme symbole, comme mythe à l'international, pour ce qui est de la reconnaissance de la France, je m'en suis rendu compte en menant cette étude. J'ai vu à quel point, dès que j'ai proposé à n'importe quel laboratoire international, par exemple de GSD à Harvard, de me donner un coup de main pour réfléchir là-dessus, tout le monde s'est précipité, le MIT aussi, pour venir travailler gratuitement sur les Champs-Élysées. Donc j'ai pu voir que le mythe international est toujours très fort. Il se trouve qu'une des raisons pour laquelle on m'a confié cette étude, c'est que je venais de terminer un bâtiment sur les Champs qui est l'ancien Virgin Megastore, qui, vous le savez probablement, a fermé définitivement en 2013 en laissant un énorme paquebot de 25 000 m² sur les Champs à l'angle de la rue de la Boétie. Bâtiment magnifique qui était à l'abandon, et donc les propriétaires de l'immeuble, qui était le fonds souverain qatari, m'ont contacté pour me demander de le restructurer. Donc on a réfléchi à que faire de cet énorme bâtiment. La première chose, c'était de comprendre son histoire et de s'intéresser à son origine, parce qu'on passe souvent devant les bâtiments sans trop savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Et c'est en faisant ce travail que j'ai découvert les 70 dernières années, 80 dernières années de la vie des Champs-Élysées qui ont 350 ans. Et vous allez voir, c'est assez intéressant de découvrir, de refaire ce chemin dans l'histoire parce qu'il est riche en enseignements. Alors, le bâtiment en question, que je pense beaucoup d'entre vous doivent connaître parce qu'on est tous allés jusqu'en 2013, je pense, acheter ses CD et ses DVD le dimanche au Virgin Megastore. C'est un bâtiment qui a été construit en 1932 avec, pour la Citibank of New York, qui était construit juste après la crise de 29, avec ce bâtiment art déco, ce petit pavillon qui était sur le toit où les banquiers recevaient leurs clients avec une vue fantastique sur Paris, sur l'Arc de Triomphe. Et ça, c'est l'état dans lequel on a trouvé cette même terrasse en 2013 lorsque nous avons commencé à réfléchir au projet. On a conduit des travaux très importants, c'était vraiment une restructuration lourde, 3 ans de chantier, plus de 50 millions de travaux. On a complètement réorganisé le bâtiment pour lui redonner vie.
On va retrouver à partir du mois de juillet donc un restaurant et cette terrasse avec un rooftop en haut de l'immeuble. Le bâtiment vient d'être terminé, les galeries Lafayette de s'y installer. Chanel a pris 10 000 m² de bureaux dans les étages. Dior, Lancôme et Chanel s'installent dans les boutiques au rez-de-chaussée qu'on a entièrement restructuré. Et on a le Monoprix qui ferme le banc. Donc c'est un bâtiment qui devient d'un seul coup une sorte de vaisseau du luxe à la française. Derrière ça, donc, un bâtiment, c'est une chose, mais c'est tout petit par rapport à l'avenue. On a conduit une étude qui nous a permis de constater, en fait, de définir trois paradoxes qui caractérisent les Champs-Élysées aujourd'hui. Le premier de ces paradoxes, c'est que les Champs ont une histoire dans Paris qui était celle de la promenade, et que cette histoire, enfin, il y a une sorte de retournement d'ADN. Les Champs-Élysées sont devenus le contraire de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une belle promenade à une autoroute. 1670, Louis XIV demande à Lenôtre de tracer cet axe depuis le Louvre jusqu'en traversant les terrains de chasse de Louis XIII pour aller vers Versailles. Deuxième grande étape en milieu du XIXe siècle, Hittorf dessine la place de la Concorde et on finit l'érection de l'Arc de Triomphe qu'avait voulu Napoléon Ier mais qui n'a pas pu voir à cause de Waterloo. Donc on termine en 1836. Siècle avance, les Champs-Élysées deviennent un lieu de promenade, un lieu de villégiature dans Paris. On commence un petit peu à le lotir. C'est intéressant, on est encore là à l'époque des calèches. Le siècle Haussmann, Alphand, ça se construit. Vient l'épisode de 1900, donc d'un seul coup c'est le progrès, puisque les expositions universelles c'était l'occasion à chaque pays de démontrer ce qu'il faisait de mieux d'un point de vue technologique. Donc c'est une des composantes historiques des Champs avec la construction du Grand Palais, du Petit Palais, du pont Alexandre III. Vous voyez comme à l'époque on n'avait pas peur pour une exposition universelle, la Tour Eiffel remontait du 189, mais vous voyez toutes les constructions qui avaient été faites le long de la Seine, qui étaient en fait des pavillons ou des architectures régionales, et puis cette grande pièce sur le jardin des Invalides. Début du siècle 1910, introduction, révolution technologique, première révolution des mobilités, l'apparition des voitures, ça cohabite encore pendant quelques temps avec les chevaux, et en 1926, on est déjà, donc disparition, il n'y a plus de chevaux, on est entièrement passé à l'ère de la voiture. Ce qui est intéressant, c'est que les jardins, je ne sais pas si vous avez conscience que le bas des Champs-Élysées, à côté du Grand Palais, sont en fait des personnes, quasiment, ne va dans ces jardins, mais ils sont au jeu. On a retrouvé ces vues des années 20-30 dans lesquelles on a exactement la même ambiance que l'on peut connaître aujourd'hui dans les jardins de Luxembourg, c'est-à-dire beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, des bacs à sable, des marchands ambulants. Cette vie parisienne était très intense encore jusqu'en haut des Champs-Élysées. Là, on est en 1938 avant la guerre. On passe la guerre, c'est un peu l'apparition un peu du mythe au cinéma avec À bout de souffle et cette scène célèbre de Belmondo et Jane Seberg. Les années 60, là on rentre dans les années un peu de Mad Men, couleur, boîte de pub, Publicis. Et puis il y a le basculement dans les années 80 où là on va assister à la fermeture du Colisée, qui était un des premiers cinémas, l'apparition du Virgin Megastore. Et dans les années 94, on va se décider que les Champs-Élysées ont un petit peu vieilli, donc on va se lancer dans des travaux de rénovation. C'est Villemotte, Huet et Foster qui les entreprennent. Donc on supprime la contre-allée, on met une double rangée d'arbres, etc. Et à l'époque, on dit, voilà, c'est magnifique parce que les Champs-Élysées avaient vieilli et on les a modernisés. C'était un empiètement anarchique des terrasses. Désormais, tout ça est contenu. On a mis un peu d'ordre. On a retrouvé une grande unité. Et là, c'est les photos qu'on est allé faire la semaine dernière sur les Champs. Alors là, ça nous rappelle le second principe de la thermodynamique. L'entropie, le bordel s'installe naturellement. Le sol a un petit peu souffert. Beaucoup de Chinois. Les jardins en bas, voilà. Voilà dans quel état ils sont. Et on a pu, grâce aujourd'hui à la data, on est capable d'avoir des statistiques qu'on ne savait pas obtenir il y a encore 5-10 ans. Donc on a pu observer qu'il y a 15 hectares, donc ça on sait le mesurer, il y a 15 hectares d'espace vert autour des Champs-Élysées,
contre 8 hectares sur le parc Monceau, 20 fois moins de Parisiens. Donc ça veut dire au mètre carré 40 fois moins d'utilisation de ces espaces verts. Donc c'est un gâchis énorme dans une ville quand même qui est assez peu lotie en espaces verts. Paris n'est pas très bien verdi par rapport à Londres ou à Berlin. D'imaginer qu'il y a un tel espace qui sont sous-utilisés. Pourquoi? Principalement parce que les Champs-Élysées, donc je le disais, sont devenus une autoroute. On a là quelques graphismes qui le démontrent. Vous voyez, c'est l'axe le plus dense en termes de circulation. On a 64 000 véhicules jour, à peu près d'ailleurs avec un trafic continu. Vous voyez, le seul moment où ça baisse, c'est entre 3 heures et 7 heures du matin. Sinon, on est à peu près tout le temps entre 2 et 3 000 véhicules heure. On a un taux de pollution qui est aujourd'hui, ça c'est les mesures de la semaine dernière, donc quasiment tous les jours de la semaine supérieur à celui du périphérique. Champs-Élysées plus pollué que les périphériques. Vous avez là des graphes qui indiquent le niveau de bruit. Donc les champs ici sont au maximum plus de 75 dB le jour et la nuit. Et donc, premier paradoxe, la promenade est devenue une autoroute. Le deuxième, c'est que ça reste un mythe international alors que les Parisiens l'ont totalement délaissé ou n'y croient plus. Là encore, en faisant appel à la data et avec un certain nombre de sociétés qui nous ont aidés à faire cet exercice, on décompte à peu près 100 000 visiteurs jour sur les Champs-Élysées aujourd'hui. Sur ces 100 000 visiteurs, si on les ramène à une base de 100, 72 sont des touristes, 53 sont des touristes étrangers, 19 sont des Français. Il y a 22 personnes qui sont des gens qui travaillent dans le secteur, 2 qui habitent le quartier, 4 qui sont venus se balader, et dans ces 4, il y a 2 Parisiens. Donc on a pu démontrer, et ce qui fait que j'ai eu, avant de démarrer cette conférence, un message pour que j'aille voir Anne Hidalgo la semaine prochaine, parce que ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui démontrent bien ce désamour quantifié des Parisiens pour les Champs-Élysées. Alors on a essayé de les sonder pour savoir pourquoi. Alors on leur a posé la question avec l'IFOP, avez-vous une bonne ou une mauvaise image des Champs-Élysées? En moyenne, 29%, un tiers des Parisiens à peu près ont une mauvaise image. Alors quand on rentre vers le centre, les 11 premiers arrondissements, ça monte à 40%. Donc là, personne ne veut aller sur les Champs-Élysées. Ça s'améliore un peu quand on prend l'ensemble des Franciliens, parce que du coup, plus on est proche des champs, moins on les aime. C'est une drôle de conclusion. On a demandé finalement aussi aux Parisiens, qu'est-ce que vous aimez comme quartier? On a représenté là uniquement le trio de tête par rapport aux champs, parce qu'on a tous les quartiers, mais pour se balader, c'est le centre de Paris. La Cité, le Marais, le quartier latin qui vient en tête. Les Champs-Élysées sont bons derniers avec 3%. Pour sortir, alors qu'il y a une tradition quand même historique des Champs-Élysées comme lieu de fête, boîte de nuit, etc. Pareil, 4%, 17% dans le quartier latin. Quand on parle de shopping, là c'est encore plus surprenant parce qu'on se dit ok, les Champs-Élysées n'y va pas parce que c'est une avenue qui est trop dédiée au commerce et puis en tant que Parisien on n'a pas envie d'y aller. C'est même pas un domaine sur lequel il brille, puisqu'il n'y a que 3% là encore qui placent les Champs-Élysées premiers. On a fait une petite expérience pour regarder, comparer la rue des Francs-Bourgeois, puisqu'elle a l'air d'être plébiscitée par rapport aux Champs-Élysées. C'est à peu près la même longueur de ces 2 rues, 114 centres de commerce. Et on voit que sur les Champs-Élysées, quand on regarde la catégorie des enseignes, il y en a des marques internationales très dominante, là où il y a dans le quartier, dans le Marais, encore beaucoup de commerces de proximité, de marques françaises. Donc c'est ce caractère parisien, encore local, qui persiste là où les Champs-Élysées sont devenus une artère finalement de marques internationales. Quelles sont les caractéristiques qui ressortent principalement lorsqu'on vous parle des Champs-Élysées? À 71% trop touristique, trop bruyante, artificielle, c'est-à-dire manque de nature, stressante, dangereuse. Un seul point positif, c'est que c'est quand même encore un peu une source de fierté. À côté de ces sondages, on a fait aussi du qualitatif, on a fait des micro-trottoirs pour essayer d'avoir des parts un peu plus inconscientes, et on a pu observer qu'effectivement, il y avait quand même une sorte de sentiment d'oubli ou de regret que les champs ne soient pas ce qu'on a connu ou ce qu'on a imaginé. Le dernier paradoxe, c'est que finalement, cette section que représentent les Champs-Élysées sur l'axe majeur, donc l'axe majeur qui va du Louvre jusqu'à la Défense,
est la seule qui n'est pas connue de travaux majeurs de requalification pour faire cette transition finalement des mobilités, de passer du siècle de la voiture à celui du moins de voitures et de nouvelles mobilités. À la Défense, le boulevard circulaire a été déjà transformé en boulevard urbain, en tout cas sur le côté Courbevoie, et le côté Puteaux est en cours. Sur la ville de Neuilly, vous le savez peut-être, mais la semaine dernière, le maire de Neuilly a lancé des grands travaux de rénovation de l'avenue Charles de Gaulle qui va être réduit de 35 mètres de large à 25 mètres de large, avec des terrasses beaucoup plus végétalisées, arborées, avec des cafés, enfin quelque chose où on va pouvoir vivre. Des études ont été menées qui démontrent qu'il n'y aura pas d'impact sur le trafic. Donc en fait, et puis il faut savoir qu'on est dans une période où il y a une tendance, quand même, j'y reviendrai un peu plus tard, 3% de baisse régulière du trafic automobile dans Paris. Porte-Maillot également est en restructuration. Mais sur les Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe, rien. Nos recommandations, je dirais diagnostics que l'on fait à partir de ce point, c'est de se dire finalement les Champs-Élysées sont devenus le symbole d'une modernité, d'une époque révolue, celle de la pensée moderne, cette pensée qui divisait en fonction la ville, de la même manière qu'elle l'a fait de la connaissance, elle l'a fait aussi de la ville. Donc le mouvement moderne qui est directement d'inspiration fordiste au début du XXe siècle, on fait des quartiers d'affaires, on fait des quartiers résidentiels, on fait des quartiers de shopping. Et les Champs-Élysées, c'est au cœur du QCA. Donc un peu cette vision qui perdure d'avoir un quartier des affaires. Et ça, c'est quelque chose dont en fait, les habitants ne veulent plus, de la même manière qu'ils ne veulent plus vivre au bord d'une autoroute. Et ça, on peut les comprendre. Alors, il y a quand même un momentum qui nous laisse espérer, là aussi, c'est un petit peu comme pour l'enseignement en France. Il y a une source d'espoir. Le premier, c'est que les choses ont commencé à bouger, avec à peu près 11 bâtiments qui sont en restructuration depuis les 3 dernières années, qui ont fait que la presse s'en est émue en constatant qu'il y avait quand même une chose qui était en train de bouger. Ce sont des articles de l'été dernier, un petit peu avant les Gilets jaunes, qui ont un peu gâché la fête, mais je dirais que c'est un mouvement, je pense, conjoncturel qui, à l'échelle de 350 ans, sera probablement oublié dans quelques mois. Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est qu'on voit une prise de conscience publique très très forte, croissante, maintenant incontournable sur le développement durable, la nécessité de réinventer une ville habitable, désirable, inclusive et qui maintenant n'est plus l'affaire uniquement des écologistes, mais qui touche à peu près tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la candidature des JO, en tout cas plutôt on a gagné la candidature, donc les JO vont être à Paris en 2024, et avec cette promesse ou cet engagement du comité des JO qui était de faire de Paris en 2024, de se servir des JO pour contribuer à faire avancer l'idée d'une société durable, préservant son capital, en mobilisant tous les savoir-faire français pour faire des Jeux un formidable laboratoire d'innovation durable. Donc c'est le programme officiel, national, de dédier les JO, pour une fois, non pas à faire des éléphants blancs ou à exclure des populations comme ça s'est fait notamment à Rio il y a quelques années, mais d'en faire vraiment un exemple pour la suite. Il y aura le village olympique qui va se construire en 93, mais on sait quand même qu'il y a toutes les chances, et j'en ai parlé avec les organisateurs des JO, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées vont rester clairement le lieu dans lequel toutes les caméras du monde entier vont venir. On estime à peu près à 4 milliards de spectateurs l'audience pendant les JO. Ça, c'est par jour. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui vont voir les Champs-Élysées en 2024, c'est en dizaines, voire centaines de milliards. Donc, en termes de campagne publicitaire, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La proposition que l'on a formulée, du coup, est de dire aussi bien à l'État qu'à la ville, eh bien, faisons, puisque les champs sont le lieu symbolique de Paris et de la France, inventons l'idée des champs des possibles. Le champ des possibles, c'est justement de montrer qu'aucune situation n'est irréversible. Ayant l'ambition de transformer les Champs-Élysées en un territoire démonstrateur d'une nouvelle vision de la ville durable, désirable, inclusive, en nous appuyant sur les savoir-faire et l'excellence française. Donc, faisons des Champs-Élysées un peu le territoire de marque de l'excellence française. C'est là que je pense que ça rejoint un petit peu vos préoccupations
ici, aujourd'hui. Et donc, on a défini un certain nombre de domaines de cette excellence. Le développement durable ou la ville durable. Il faut savoir que la France a été traditionnellement une grande ville d'urbanisme. Les urbanistes français ont été très célèbres tout au long du XIXe siècle. L'école des beaux-arts a été très influente. Et récemment, Paris a été aussi une ville assez dynamique avec les Réinventer Paris. Je ne sais pas si vous avez suivi ces appels à projets innovants, mais on a un petit peu révolutionné dans les 3 dernières années la conception, la façon de fabriquer la ville, des nouveaux rapports entre le public et le privé. Il y a des silos qui ont été cassés grâce à l'équipe actuelle, donc qui a fait des choses positives, c'est-à-dire qu'on a attaqué des projets en se disant il n'y a plus la ville d'un côté, des investisseurs de l'autre, mais pensons ensemble, faisons venir les utilisateurs de demain, soyons innovants. Et donc le grand mouvement des 3 dernières années, c'est que l'innovation a été mise au cœur des problématiques urbaines dans Paris, ce qui a changé vraiment la façon dont on travaille avec les investisseurs, avec les promoteurs, et qui nous a donné finalement une vraie légitimité et plaisir en ayant ce travail de recherche assez inhabituel dans l'architecture, recherche dans le champ de la technologie. D'un seul coup, on n'était plus seul à prêcher cette démarche. Les nouvelles technologies, la France veut aussi être un champion dans ce domaine-là, dans la tech. La mode et le luxe, bien évidemment, sur les champs a fortiori, puisqu'on est à côté du siège d'LVMH, Louis Vuitton est sur l'avenue. L'art et la culture, et enfin la gastronomie. Donc on s'est dit on pourrait trouver ces 6 thèmes d'excellence et avec l'ensemble des champions français, pouvoir inventer un projet sur le quartier des Champs-Élysées et de le marketer tel quel pour que ce ne soit pas que de la communication, mais que ce soit vraiment une expérience tout à fait unique. Donc la vision, on a voulu après la représenter de façon un peu plus concrète. Je le disais tout à l'heure, on a une partie un peu intello de recherche. Je vais essayer de faire assez courte parce que dans une présentation que ce soit aux élus ou même là, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est l'idée de dire la ville, c'est un organisme très complexe qui est composé en fait de strates qui sont eux-mêmes des systèmes complexes interagissant entre eux. Donc le domaine de la programmation, c'est-à-dire quelles sont les fonctions qu'on trouve dans chaque immeuble, quel est l'immobilier, il y a une partie à la fois physique et financière de l'immobilier, l'espace public, la rue, les mobilités, le digital, la nature. Tout ça sont des couches, des calques qui composent l'expérience que l'on a en se baladant dans la rue. Alors on va décomposer cette vision en 5 piliers qui sont l'avenue elle-même, les places aux extrémités, les jardins qu'on a vus aujourd'hui abandonnés, le quartier et l'axe et les événements qu'on peut projeter dans ce quartier des Champs-Élysées. Sur l'avenue, on constate qu'il y a une tendance forte de baisse de 3% par an du trafic automobile. Ça, c'est un plan actuel des Champs-Élysées. Vous avez un trottoir de chaque côté et une chaussée très large avec 2 fois 4 voies. Bon, il y a juste un petit dernier travaux qu'a fait la mairie d'avoir des voies pour les vélos qui ont été faits de chaque côté, des pistes cyclables, mais en fait elles sont tellement dangereuses et inconfortables avec des pavés qu'elles sont désertes. Donc pas beaucoup de modifications d'intérêt. Ce qu'on propose, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer donc 2 voies et laisser uniquement 2 voies circulables de chaque côté des champs. Ça, c'est l'actuel. Passer à cette composition qui permettrait d'augmenter les trottoirs et de réduire la place de la voiture. Ça, ce sont des recherches qui sont aujourd'hui à peu près les questions que se posent toutes les grandes villes du monde entier, tous les instituts de recherche en urbanisme, toutes des boîtes comme Google, tous les cabinets de conseil comme McKinsey. Aujourd'hui, la question de la ville, elle est sortie des écoles d'architecture, elle est sortie des agences d'urbanisme, elle est vraiment dans le monde de la tech aussi, et tout le monde est en train de se poser ce genre de questions. Ça concerne aussi bien, par exemple, Ricard est très intéressé par cette question des véhicules autonomes, parce que ça veut dire que si demain il n'y a plus de chauffeur, c'est une personne de plus qui peut boire. Bon, donc en fait, c'est étonnant. C'est étonnant, l'architecture n'est plus du tout un domaine uniquement des beaux-arts. Donc,
On a fait une petite étude avec une société qui étudie, qui modélise le trafic automobile. Et là, vous avez une augmentation réelle, hein, c'est des vrais modèles utilisés d'ailleurs avec la ville de Paris, sur le trafic dans l'état actuel avec les 4 voies des champs. On est à peu près sur 21 heures. Alors, ils ont bien sûr les modèles tout au long de la journée, les heures de pointe, etc. Mais là, on a regardé sur à peu près entre 20 heures et 21 heures ce que donnerait le trafic si on le réduisait à 2 fois 2 voies. Et on constate que, en fait, alors là, vous n'avez pas le temps d'étudier ça, mais les conclusions de cette étude montrent qu'en fait, ce qui se passe sur la place de Concorde, ça existe déjà aujourd'hui, ça aussi, ça existe aujourd'hui. Ça densifie un petit peu le trafic sur les champs, mais il n'y a pas de report. Ce qui est en général le gros problème, c'est quand ça commence à se déverser sur le reste de la ville. Donc ces études-là tendent à penser que dès aujourd'hui, et en prenant en compte une décroissance de 3% du trafic sur l'année qui vient, eh bien, la possibilité de passer à 2 voies, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est pour dans 15 ans, mais certainement un objectif même possible pour l'objectif des JO dans 5 ans. Alors comment le faire? On voudrait éviter de le faire à la manière un peu brusque. Je crois que la façon dont la mairie actuelle a fermé les quais brutalement a fait quand même un certain nombre de débats, coulé pas mal d'encre. Donc ce qu'on dit, c'est que la data doit nous aider à faire du test and learn. Donc, plutôt que d'être dans l'idéologie, on va être dans l'approche de test and learn, par exemple. Pourquoi pas dire que des heures de pointe, on reste avec les 2 fois 4 voies, qu'à l'heure du déjeuner, entre 10h et 17h, sur une plage qu'on peut ensuite faire varier, on repasserait à 2 voies. Le soir, réouvrir au moins de pointes, et puis peut-être à partir de 20h, et en particulier l'été ou au printemps, avoir une avenue entièrement piétonne dans laquelle on retrouverait le plaisir d'aller sur des trottoirs silencieux. On pourrait imaginer que tous les week-ends, il y en a un par mois actuellement. Pourquoi pas généraliser ça samedi soir et week-end tous les mois. Pourquoi pas imaginer le mois d'août que les Champs-Élysées pourraient être piétons pendant tout le mois d'août, peut-être pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, y imaginer un certain nombre d'événements. Alors, on a traduit ça en images. On a aussi proposé d'effacer... Il y a aujourd'hui des pavés qui sont défendus bec et ongle par les bâtiments de France. Là, je ne vais pas me faire des amis avec des ABF, mais ce n'est pas grave. Ça fait 2 fois plus de bruit qu'un revêtement de sol normal, les pavés. Ce qui fait que si même demain, donc quand vous allez, on l'a vu, le niveau sonore est épouvantable sur les Champs-Élysées. Même si on passait avec des véhicules électriques silencieux, on continuerait à avoir un bruit assourdissant. Donc on propose un changement de sol, on propose d'effacer la marche qu'il y a aujourd'hui, qui fait 40 cm, qui fait qu'on a l'impression d'être au bord d'un fleuve quand on est sur les trottoirs, et d'avoir un sol continu, peut-être même qui irait, je ne sais pas si vous connaissez à Londres, on a pris cet exemple-là juste pour illustrer Exhibition Road, dans lequel, au lieu d'avoir trottoir, voirie, on a un sol qui donne un graphisme qui va de façade à façade, et d'un seul coup, on gomme cette lecture qui date du XXe siècle, qui date de l'apparition de la voiture entre trottoir et chaussée. On revient à un espace partagé, fluide, dans lequel on va avoir une régulation dynamique. Je le disais, peut-être que dans un premier temps, ça bougera. Aujourd'hui, sachez que dans les universités ou les labos, on étudie d'avoir des chaussées variables, avec même des trottoirs ou des chaussées dans lesquelles on a des LED qui font que la largeur varie selon les heures de la journée. Donc c'est telle la recherche. Donc voilà, traitement de sol, on s'est dit peut-être qu'on passe avec quelque chose qui lutte contre les réchauffements et les îlots de chaleur, réduction du bump. Voilà ce que ça pourrait donner. La promenade, là aussi, on a les problèmes d'îlots de chaleur, donc on pourrait avoir des îlots de fraîcheur en introduisant de la nature, des fils d'eau, des noues végétales qui permettent d'avoir un écoulement naturel et pas tout rejeter dans la Seine, si on veut un jour espérer s'y baigner. Des nouveaux aménagements, c'est-à-dire l'espace qu'on récupère sur la voiture, l'équiper avec des kiosques dans lesquels on va trouver des nouveaux services, et de pouvoir aussi, d'un côté, on a des loyers sur les champs qui sont à 45 000 € du mètre carré, donc c'est sûr que le café coûte cher, obligatoirement, lorsqu'on doit payer ce loyer. Mais on pourrait, dans l'espace récupéré, offrir des produits alternatifs, plus innovants, du pop-up store, et donc pouvoir servir une clientèle beaucoup plus large, notamment des jeunes qui pourraient d'un seul coup trouver des choses pour eux. Donc on répète cette typologie et on arrive dans une configuration où on a envie d'aller se promener, on a envie d'aller déjeuner ou dîner sur les Champs-Élysées.
Alors là, on est dans des schémas qui expliquent comment il y a la couche nature, la couche des mobilités et celle des services et de la programmation. Donc c'est tout ça, c'est le système complexe dont je parlais tout à l'heure. Sur les places, alors là, on propose la place de l'Étoile d'en faire un grand, sorte de grand, voilà, sous l'Étoile lui-même, de connecter le métro, les tunnels et de pouvoir avoir un centre d'information, de culture qui en fasse une destination directement au métro. Et puis, on réaménage la place en donnant plus de facilité pour en faire le contour en piéton, en vélo. Créer des jardins, des kiosques qui fassent que cette promenade soit intéressante et instructive, et d'avoir une place beaucoup plus apaisée, qui soit en connexion avec l'avenue. Même chose sur la Concorde. La Concorde, aujourd'hui, c'est un des gros problèmes dans Paris. C'est un véritable échangeur routier en plein milieu, sur une place extraordinaire, historique, entre le jardin des Tuileries, qui est très occupé. Enfin, il y a, dès qu'il fait beau, des milliers de personnes, et puis ils ne peuvent pas traverser. Donc, on a là une impossibilité, sauf à risquer sa vie, à traverser la place de la Concorde. C'est quasiment... Donc, comment il faut travailler là-dessus. Il faut permettre qu'il y ait un écoulement de ce fluide, de tous ces gens qui sont dans les Tuileries. Sur les jardins, aujourd'hui, ils sont quasiment en désert. Les kiosques ne sont pas tout à fait à la hauteur de la plus belle avenue du monde. Alors pourquoi? Vous voyez, ça, ce sont tous les organismes qui gèrent les jardins. Donc en fait, chacun en gère un petit bout. Chaque voirie est l'arrière d'un équipement, donc en fait, ça ne ressemble à rien. Ce qu'il faut, c'est une vision d'ensemble. Donc ce qu'on a proposé là, mais qui est pour faire réfléchir, pour stimuler l'imagination, on n'a pas été mandaté par la mairie pour le faire, mais j'ai l'impression que ça fait réfléchir. Donc déjà, sur l'avenue, on continuerait ce traitement d'un sol uni. On pourrait multiplier des kiosques contemporains, qualitatifs, où on pourrait aller dîner le long des allées du jardin. C'est quand même très agréable lorsqu'il fait beau. Thématiser ces jardins, par exemple, ceux qui sont sur le haut des champs à côté du rond-point, être sur un thème des jardins de l'art et de la nature, trouver des installations temporaires ou permanentes, comme la Tate, par exemple la Serpentine Gallery à Londres, où chaque année il y a un événement architectural autour d'un petit pavillon, un petit kiosque. On proposerait de piétoniser l'espace entre le Grand Palais et le Petit Palais, et d'un seul coup d'en faire un lieu où la FIAC s'ouvrirait sur des œuvres extérieures dans la rue. Sur les jardins des ambassadeurs et du Carré Le Doyen, bon, là je sais que ça ne plaît pas trop au maire, mais pourquoi pas y mettre des grilles qui permettraient, par exemple, qu'on puisse laisser les enfants aussi en liberté et être un peu plus rassurés, parce qu'aujourd'hui, on sort tout de suite sur la route. Donc c'est une tradition parisienne aussi, des jardins avec une grille, mais c'est un détail. Et puis peut-être sur l'autre, développer une thématique autour du sport, parce qu'on est près de la Seine. Et pourquoi pas proposer d'avoir de manière durable, au pied d'Alexandre III, et un accès direct depuis le Grand Palais, ces grandes piscines, et d'avoir vraiment un port qui rentre dans la vie quotidienne des Parisiens. Une avenue, ce n'est pas simplement un axe, c'est aussi le centre d'un quartier. On a fait un peu de prospective, on est allé visiter, essayer de comprendre ce territoire qui est mal connu. Il y a finalement des quartiers assez différents, des secteurs, l'île Royale, le Triangle d'Or, le secteur Marceau, le secteur des ambassades, celui de l'avenue Friedland, ce qu'on appelle la face cachée, parce que c'est le coin des boîtes de nuit et qui est un peu trouble. Et puis le secteur du pouvoir. Donc on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas finalement aussi imaginer ce qu'est le quartier des Champs-Élysées, pas simplement l'avenue, de regarder par exemple les champs de la gastronomie, donc les champs étoilés, les divertissements culturels, les éléments de art et patrimoine, et puis peut-être même, grâce aux mobilités nouvelles, mettre en liaison des éléments un peu éloignés qui ne sont pas dans le quartier directement, par exemple le Palais Tokyo ou le musée Art moderne. Ben, si on met des systèmes de navettes en permanence qui les ramènent sur les champs, on pourrait d'un seul coup avoir une expérience. Quand on va au champ, ben on va pour un seul ticket, on peut aller voir le Palais de Tokyo. Avoir un guide, une application
qui permettent de communiquer ça. Et puis en fait, de l'événementiel, parce que les champs, c'est un lieu qui, c'est presque un stade, c'est une dimension urbaine exceptionnelle. Donc on se dit, on pourrait imaginer un certain nombre de programmes qui rythmeraient l'année, de l'automne, été, hiver, comme toutes ces saisons, autour de ces 5 thèmes d'excellence. Par exemple, faire le Street Food Festival, dans lequel, sur la place de la Concorde et sur les jardins, sur les allées bordant le jardin, on pourrait avoir pendant un week-end ou 3-4 jours un festival avec des food trucks et du monde entier, des choses qualitatives, pas de mauvaise qualité, donc qui soient surveillés et coordonnés par des grands chefs français qui assurent qu'il y ait une véritable qualité. Ça pourrait être les Champs des Lumières, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu triste. Chaque année, il n'y a pas beaucoup d'imagination dans les éclairages de Noël. Ça pourrait être quelque chose qui soit un événement annuel, qui soit connu dans le monde entier et où on vienne photographier les champs chaque année avec des artistes qui inventent un nouveau spectacle. C'est un peu d'argent, mais en termes de retombées médias, c'est exceptionnel. Et au fond, tout est là. Les champs de la course, valoriser cette idée de sport sur les jardins ou les champs de l'art avec des expositions in situ. Et puis, dans cette phase de délire un petit peu, on se dit pourquoi pas, à partir du moment où dans un terme, même l'étoile, où on pourrait couper la circulation au mois d'août, pourquoi pas faire une grande place autour de l'étoile, une grande plage. Alors là, on a eu déjà des remarques un petit peu des associations des anciens combattants qui nous ont dit que mettre une plage autour de la tombe du soldat inconnu, ça ne se faisait pas. C'est vrai. Bon, donc on est peut-être allé un petit peu trop loin, de la même manière que d'imaginer de faire un grand jardin ou une patinoire. C'était un peu provocateur, mais... Voilà, donc en fait, on a présenté cette réflexion au Petit Palais il y a 48 heures. Ça a été abondamment repris par tous les médias. Là, j'ai pu mesurer aussi l'impact que représentent les Champs-Élysées. C'était noir de télévision, de journalistes, etc. Donc ça va provoquer un débat. Notre idée, c'est vraiment que ce débat puisse être... Donc là, le 10 avril, on va faire des concertations avec non seulement les acteurs, les champions français des champs du Comité des champs, les grands champions d'excellence des secteurs que j'ai cités tout à l'heure, pour voir s'ils sont prêts à nous suivre dans ce programme-là. Discuter également avec les candidats au municipal et d'entendre ce qu'ils pensent quel est leur projet pour le quartier des Champs-Élysées pour 2024 et au-delà. Et puis, on va proposer probablement une deuxième phase d'étude plus approfondie que ce que je vous ai montré aujourd'hui pour vraiment être sérieux et solide dans ces discussions, de sorte qu'à partir des municipales, on ait quelque chose d'assez avancé qu'on pourra mettre sur la table avec le futur maire et espérer pouvoir qu'une partie de ces travaux soit réalisée au moment des JO 2024. Voilà, je crois que je vais arrêter sur cette slide. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je dois dire que votre exposé était très complet et que les dernières slides m'ont coupé un peu l'herbe de ma question, qui était les chances de concrétiser ce projet. Comment vous voyez les choses? Parce que vous nous avez montré un très, très beau calendrier. Mais comment vous voyez les choses pour la suite? Je suis très optimiste sur la suite parce qu'en fait, je crois que ce diagnostic, d'abord, il existait depuis, on n'est pas les premiers à le faire. Il y avait déjà une étude qui avait été faite en 2014 par le même comité avec un de mes confrères et amis, Jean-Paul Viguier. Il n'était pas passé grand-chose. Mais il y a ce momentum qui existe, qui est une certitude. Il y a les JO qui arrivent. Ça, c'est un effet, c'est un point d'appui important. Donc, moi, je me dis que si on prend cette formule qu'on attribue à Archimède, donnez-moi un levier, un point d'appui et je soulèverai le monde. En fait, là, il s'agit de sauver la planète. Donc, on peut utiliser la même métaphore. Le levier, c'est le symbole que sont les Champs-Élysées. Le point d'appui, c'est les JO. Donc il est évident, lorsqu'on a fait ce témoignage, qui maintenant est partout dans la presse, que quel que soit le maire, il ne peut pas présenter ça à 4 milliards de spectateurs ou aux millions de visiteurs qu'il y aura pendant les JO. Donc là, il y a une obligation de faire. Et ce qu'on essaie de
de les pousser à comprendre qu'il ne s'agit pas de faire un ripollinage superficiel, ce qui est le risque en fait, qui soit quelque chose un peu de surface, mais que de rentrer comme cette étape-là soit la première d'un projet beaucoup plus ambitieux, un projet de recherche, vraiment d'expérimentation, dans lequel on investit avec tout le savoir-faire français et même au-delà. Hein. Moi, je dirais on va privilégier, on préférera travailler avec l'IX qu'avec le MIT, mais si l'IX ne veut pas venir, le MIT est prêt à venir. Donc on va peut-être essayer de proposer aux entreprises françaises d'être les premiers à nous aider à faire un grand laboratoire grandeur nature, de sorte que ce quartier-là puisse, dans 10 ans, être une référence mondiale. Et ça, c'est tout à fait faisable. Et c'est vraiment une question d'engagement politique et de moyens. La vision, on commence à la voir développée. Je pense qu'elle est pleine de bon sens. Alors après, on n'est pas dans des questions de design, de savoir si le motif du sol, on le veut carré ou en losange. Ça, c'est vraiment secondaire et pas stratégique. Il faudra que ce soit beau, c'est sûr. La volonté politique, on va voir si c'est une volonté qui doit venir à la fois de la mairie, de l'État, de la région. Donc ça dépendra un petit peu de comment vont se passer les élections. Et puis les moyens. On est en train de travailler aussi avec des cabinets d'avocats pour engager un dialogue avec la mairie pour voir si on ne peut pas mettre en place des systèmes qui existent dans le monde anglo-saxon, qui sont des BID, des Business Improvement District, dans lesquels la ville peut, avec les occupants de la rue, hein, les grands propriétaires ou les enseignes, partager un petit peu les dépenses dans l'intérêt global. Donc, alors c'est toujours un peu tabou en France dès qu'il y a un rapport public-privé, parce qu'on entend des cris que le public abandonne son rôle au privé. Donc là, ça risque d'être, attention, la mairie vend les champs à LVMH. Mais il y a quand même une évolution. Moi, je dis LVMH, il faudra 10-15 entreprises pour pouvoir participer à cet effort. Par exemple, imaginez l'aménagement de ces kiosques, c'est quelque chose certainement où des entreprises privées peuvent être plus efficaces, plus dynamiques, à rendre ça attractif et assez équilibré que les kiosques gérés par la ville de Paris, parce qu'ils n'ont naturellement pas, c'est pas leur métier. Donc c'est ces trois éléments-là qu'il faut qu'on développe dans les années à venir. Mais j'ai bon espoir que ce soit possible. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a plein. Jean-Rémy? Je crois qu'Anne Hidalgo s'en est déjà occupée avant qu'on en parle. Question, oui, il y a un sujet de tourisme à Paris, et particulièrement ce qui est la nuit. Vous n'en avez pas parlé. Actuellement, c'est une réserve de valeur, d'emploi et de PIB énorme, et d'attractivité et de concurrence vis-à-vis d'autres grandes villes-mondes, en particulier européennes. Est-ce que vous avez, et donc ça n'embête que en général les élus et puis les bourgeois du quartier, on va dire, qui y habitent et qui ne veulent pas de bruit, mais est-ce que vous avez pensé un sujet nuit et nocturne dans tout votre projet voilà. Oui, les Champs sont historiquement un quartier qui était très connu justement pour sa vie nocturne. Il y a un cluster de boîtes de nuit dans le quartier des Champs et j'ai appris avec parce qu'on a travaillé, je l'ai rapidement dit, mais on a consulté plus de 50 experts dans chacun des domaines. Quand je dis experts, ça peut être des entreprises spécialisées dans le domaine ou des universitaires, etc. Donc, dans le domaine de la nuit, il y a le spécialiste parisien s'appelle Noctis. Ils ont 8 boîtes dans le quartier des Champs. Donc, ils ont expliqué qu'il y a quand même un mouvement. L'avantage du quartier des Champs, c'est qu'il est peu habité. Donc, finalement, justement, c'est pas mal pour faire la fête. En revanche, dès qu'on est dans les boîtes de nuit et la vie nocturne, il y a un problème de sécurité. Et c'est vrai qu'avec la rue de Pontieux, il y a un problème que la mairie doit régler. C'est une rue qui est assez dangereuse. Il y a pas mal aussi de délinquants sur les champs, des pickpockets, etc. Donc en fait, il y a eu, avec la fermeture du Queen, un début d'une migration de la vie nocturne vers l'Est parisien. Et il est clair que si on veut la maintenir et de la redévelopper, notamment avec le Rasputin, un certain nombre de clubs qui sont dans le quartier, il faut traiter ces problèmes de sécurité. Et c'est là que parfois un équilibre entre, parce que la
police municipale ou le domaine public ne peut pas la nuit assurer tout ça, est-ce qu'on trouve des systèmes qui sont de piétonniser par exemple la rue de Pontieux, avoir des services de gardiennage partagés avec le privé. Enfin, ça rentre dans ces logiques-là, de savoir, on a un projet, on réfléchit à ce que sont ses conséquences ou ses moyens pour le développer, et on essaie de le traiter ensemble entre la puissance publique et la puissance privée. On va prendre... De le faire vivre toute la nuit. Oui, alors on a, je sais que le modèle qui est un petit peu idéalisé, enfin toute la nuit, il y a peut-être pas jusqu'à toute la nuit, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on pourrait imaginer que les champs jusqu'à 2h du matin soient avec des commerces ouverts. C'était d'ailleurs une des qualités, enfin une des images des Champs-Élysées jusque dans les années 70. On y allait aussi parce que c'était ouvert tard, à l'époque où tous les commerces fermaient très tôt. Donc c'est une des pistes qu'on a l'intention de creuser si on avance avec la mairie sur ce. Je suis d'accord avec vous. Il y a une autre question. Merci pour votre intervention. Timothée de Courcy, je dirige un groupe hôtelier. J'ai justement 2 hôtels dans le quartier, donc je suis très intéressé et très sensible à la question. D'abord, en tant qu'entrepreneur, je vous félicite de la façon, pour la façon dont vous avez abordé la question en travaillant le sujet et en faisant venir la mairie à vous dans un deuxième temps. Je trouve que c'est très habile et bravo. Et après, ma question, c'est comment est-ce que vous voyez l'avenue des Champs-Élysées et le quartier dans le projet plus global du Grand Paris? C'est une question qui nous ramène plus même à la vision sur le Grand Paris, parce que le Grand Paris va aujourd'hui développer un grand nombre de centralités, avec donc le métro qui, j'espère, finira par être financé. Je pense que le quartier, le QCA, donc le quartier des Champs-Élysées, avec la Défense, devrait rester quand même un lieu où la puissance symbolique de cette tradition des grands dessins à la française, qui est cet urbanisme classique, qui fait la France, qui fait une partie de la France. Ce grand tracé devrait être préservé, cultivé. Et c'est le projet d'ailleurs qu'on va discuter avec le maire de Neuilly, qui est venu à la conférence et qui est tout à fait en faveur de pousser et de s'associer à cette démarche. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on construise une promenade du Louvre jusqu'à la Défense qui pourrait être une des plus belles promenades au monde. Alors c'est sûr que on ne va pas régler tous les problèmes du Grand Paris, tous les problèmes sociaux, tous les problèmes économiques et environnementaux avec les Champs-Élysées. Mais ça peut être un très beau laboratoire ou une séquence intéressante dans un certain esprit de voir comment on est passé de la ville classique, qui était ce dessin qui était en rapport à la nature du XVIIIe siècle, XVIIe siècle même, assez primitif, à la grande modernité du XXe siècle, et réinventer là un exemple de ville apaisée au XXIe siècle. Donc je le vois comme un lieu où la puissance économique environnante, avec quand même la Défense d'un côté, le QCA, permet quand même de mettre en place des moyens qui puissent faire exemple pour le reste des villes. Non pas mettre tout l'argent toujours au même endroit, hein, c'est la critique qu'on pourrait faire, mais plutôt faire de la recherche dans cet endroit, et pour être exemplaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Dernière question. Merci. Rapide, Projet rapide. exceptionnel, vraiment. Moi, je trouve vraiment, on va vous soutenir, je peux vous dire, c'est fantastique. Juste 2 petites questions. Au niveau budgétaire, est-ce qu'on commence à avoir des idées? Et sur le plan de la décision, est-ce que ça va être la mairie? Est-ce que ça va être le gouvernement, la métropole, la région?
Enfin, et puis au niveau des listes, donc il va y avoir 3 grandes listes sur Paris, la liste actuelle, la liste En Marche et puis la liste Républicain. Est-ce qu'il y a déjà, enfin sans trahir de secret, il n'y a pas de journaliste, déjà une liste qui a l'air plus intéressée qu'une autre? Première question sur le budget. On a terminé notre étude mardi soir à 4h du matin. On l'a présenté le mercredi à 9h. Donc on n'a pas... et le sujet était justement pas... on a quand même l'habitude, on construit beaucoup, hein, je vous le disais, donc on sait quand même, on a l'habitude de faire des choses qui soient faisables et réaménager des trottoirs comme ça se fait dans toutes les villes de Paris. Donc il n'y a rien qui soit, enfin des villes du monde, il n'y a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, c'était fait en 1994. J'espère qu'on a encore les moyens de faire ça en 2020. C'est clairement aujourd'hui du ressort, la voirie des champs, c'est du ressort sans aucun doute de la mairie de Paris. Vous savez que les élections municipales sont en 2020 et donc effectivement ce que l'on a souhaité faire, c'est avancer de façon totalement autonome. Donc là, c'est des études qui nous ont été financées par le comité des champs. On a simplement poliment informé les équipes de la mairie qu'on menait cette étude, donc on n'a pas fait ça en cachette, mais on ne les a pas non plus associés à notre réflexion. Donc ça a été rendu public. Il y avait d'ailleurs des représentants de la mairie qui étaient présents, qui ont tous d'ailleurs plutôt salué le projet, ce qui ne m'étonne pas parce que j'ai proposé de réduire le trafic dans Paris. Je ne m'attendais pas à ce que ça mette Anne Hidalgo en colère. Mais je crois que ce qui est intéressant au contraire, c'est qu'on était là financé par plutôt des foncières, les commerçants, qui en général sont ceux qui sont vent debout contre ce genre de propositions et qui là étaient complètement de notre côté puisqu'ils ont même financé cette réflexion. Donc j'ai l'impression qu'il y a une telle convergence évidente en se disant quand on voit ces photos, quand on voit ces chiffres, qui pourrait s'opposer à ce qu'on enlève l'autoroute que sont les Champs-Élysées du lieu le plus symbolique de la France. Enfin, quelqu'un qui dirait non, on veut garder 64 000 voitures jour, on veut que ça continue d'être l'endroit le plus pollué de la capitale et en même temps que ce soit le lieu qui représente le pays, je ne vois pas qui peut dire à cette position. Donc on a eu des marques de félicitations à la fois de la République En Marche, pour l'instant, du coup les mouvements écologistes qui sont plutôt du côté de la mairie actuelle sont aussi favorables. Donc je dirais qu'on va avancer, on va poursuivre. L'intention c'est d'approfondir ces études, de rester neutre et de continuer un travail plutôt scientifique. C'est pour ça que je mets beaucoup en avant cette démarche de recherche. On va poursuivre d'être au maximum dans l'objectivation des phénomènes pour échapper à l'idéologie, parce que quand on sort des chiffres, voilà, ça c'est mesuré, c'est scientifique. Même si on est à l'époque des fake news, on a encore un peu je crois, de capacité à convaincre et à démontrer que ce n'est pas idéologique. 64 000, c'est un fait. Et donc on espère qu'on va pouvoir mettre ça sur la table et des discussions avec chaque candidat et les mettre devant la responsabilité. Enfin, il y a beaucoup de choses à traiter. Pour un candidat à la mairie, bien sûr, les Champs-Élysées, c'est un tout petit sujet. Mais sur ce sujet-là, et parce qu'il y a les Champs-Élysées, et parce qu'il y a les Jeux Olympiques, ils ne pourront pas échapper à la question. Donc c'est pour ça que j'ai assez bon espoir. Après, ce sera la question de plus ou moins s'il y a une convergence entre l'État, la région, la ville. On sait très bien qu'il y a des choses qui se font plus rapidement que quand il y a des guéguerres politiques, parce que très souvent, malheureusement, des situations qui paraissent absurdes sont nées de ça. On va voir. Bon, malheureusement, vraiment malheureusement, on est obligé de mettre fin à ce passionnant débat. Merci infiniment. Merci.